toutes les fédérations de France qui ont pu faire le déplacement. Je sais qu'ils sont nombreux à avoir fait beaucoup de kilomètres pour venir et je les en remercie. Mes amis, il y a presque 5 ans, après les législatives de 2007, le Front National était, disait-on, mort. On disait qu'on était au fond du trou, que Nicolas Sarkozy nous avait tués. Ça nous avait mis dans une situation financière extrêmement difficile. Nous étions criblés de dettes. Et beaucoup avaient parié sur notre fin. Mais vous savez, et c'est Marine Le Pen qui l'avait dit au soir des législatives, la puissance d'un parti et la force de ses convictions ne dépend pas de son compte en banque. Et c'est vrai que le soir des législatives, nous étions ruinés financièrement, mais nous avions encore un trésor, et c'était nos militants. Parce que quand un parti, quand un mouvement est ruiné, il lui reste toujours quelque chose qui reste. Quand les médias ne nous prennent plus au sérieux, quand nous n'avons plus de quoi nous payer un local, la vraie force, ça reste ces militants qui restent sur le terrain et qui continuent à distribuer des tracts. Et il en fallait du courage en 2007, en 2008, en 2009 pour continuer à croire en cette espérance. Et il y a eu une femme politique qui y a cru et qui nous a portés dans cette campagne, dans cette reconquête. Quand on est au Front National de la Jeunesse, quand on fait une campagne pour Marine Le Pen, quand on est jeune et avec Marine, ça requiert tous les jours un courage que n'ont pas des jeunes UMP ou des jeunes socialistes. Quel courage ont-ils, ces fils à papa, pour suivre leur père ou leur mère dans un combat politique et récupérer quelques places qui auront été chauffées. Quand on va au Front National de la Jeunesse, on y va pour autre chose, on y va pour ses idées, on y va pour ses convictions, on y va parce qu'on a la France au cœur. Et c'est pour ça que je remercie infiniment tous nos militants pour le courage et l'abnégation qu'ils ont dans ce combat de tous les jours. Et je sais qu'ils peuvent prendre parfois des coups. Je sais à quel point parfois c'est difficile. Mais je ne vais pas vous parler comme ça du courage. Le courage, c'est une vertu. Et on n'en parle pas, on le pratique. Et c'est pour ça que je vous invite, vous tous, à prendre part à cette campagne présidentielle, à vous donner dans cette campagne, à vous dépasser, à chercher dans ce mouvement collectif, à puiser au fond de vous le meilleur de vous, des choses que vous n'auriez pas imaginées. Alors, à cette jeunesse rebelle qui refuse une France à genoux, je pense que Marine Le Pen vous ouvre grand vos bras et que c'est avec elle que vous pouvez avoir cet espoir de redonner à notre peuple une fierté et une dignité qui a été salie. Je vous remercie. Bravo. Et je vais, si vous le voulez bien, accueillir Paul-Alexandre Martin de la Direction nationale du FNJ qui va prendre la parole. Chers amis, chers camarades, chers présidents d'honneur, chères présidentes, c'est avec joie que je m'adresse à vous tous qui avez fait le déplacement des 4 coins de la France pour vous rassembler le temps d'un week-end afin de partager votre ferveur militante, vos espoirs et vous retrouver entre patriotes.
Néanmoins, c'est avec un peu moins d'enthousiasme que je m'apprête à vous faire le lourd diagnostic d'une jeunesse qui se voit accolir une expression devenue coutumière dans son vocabulaire, celle de la précarité. Par précarité, je fais évidemment allusion à sa situation économique et sociale, de plus en plus délicate, voire alarmante. Mais je veux aussi parler de tout ce qui a trait à son âme, son environnement, son identité. La précarité, c'est une menace permanente qui guette la jeunesse, lui rappelant que rien n'est acquis, que les fondations du monde dans lequel elle vit menacent de s'écrouler à chaque instant. Et ce monde, pour nos autres patriotes, ne se limite pas au marché du travail et au porte-monnaie de fin de mois. Mais oui, il est indéniable que la situation économique et sociale de nos jeunes compatriotes interpelle, tant elle peut nous évoquer la France de Zola ou l'Angleterre de Dickens, où la misère et l'extrême pauvreté semblaient être devenues une composante incontournable du paysage social. De 2002 à 2008, d'après l'INSEE, le nombre de jeunes vivant sous le seuil de pauvreté est passé de 7,9 à 10,3%, soit près de 217 000 personnes supplémentaires. Pas étonnant quand on connaît la situation de l'emploi en France, où 23% de nos jeunes sont au chômage et pâtissent d'un nombre de mots considérable. Comment ne pas désespérer lorsque l'on fait face à la disparition de nombreux métiers jugés trop coûteux pour être maintenus sur le territoire national? Comment ne pas désespérer lorsque l'on se voit opposer l'argument de l'absence d'expérience, lorsque l'on est désireux, diplôme ou formation en main, de trouver un emploi? Comment ne pas désespérer lorsqu'on se voit proposer un niveau de salaire terriblement bas, car l'immigration et la compétitivité déloyale de l'extérieur ne cessent de niveler notre niveau de vie? La jeunesse française est la première à subir les effets pervers et néfastes de la double démagogie qui a régné en maître chez nos gouvernants au cours des 3 dernières décennies. D'un côté, la volonté acharnée d'égalitarisme qui a conduit à la folle politique des 80% du baccalauréat. Croyant satisfaire tout le monde en offrant à presque chacun un diplôme, jusqu'alors symbolique et sélectif, nos politiques ont ouvert le chemin au tout nivellement et à la dévalorisation progressive de tous les diplômes. De l'autre, la soumission progressive du politique à l'initiative privée, jusqu'à l'abdication quasi totale. Cette volonté progressive de se décharger de prérogatives essentielles a conduit à l'émergence d'un pouvoir guidé par la rationalité économique et le profit, supérieur à l'État lui-même, et bien décidé à imposer sa loi du marché aux jeunes citoyens devenus simplement futurs travailleurs et consommateurs. Refusant la sélection et la sanction des acquis, liquidant la culture classique jugée bourgeoise, l'enseignement supérieur a progressivement admis près de 90% d'une génération. Résultat des courses, à 23 voire 25 ans, nos jeunes sont aujourd'hui titulaires de diplômes qui ne valent parfois rien et font face à la dure réalité d'un marché de l'emploi qui ne profite qu'aux quelques privilégiés qui disposent d'un capital social. Plus le temps passe et plus l'horizon s'embrume. Désormais, ce n'est même plus le fait de trouver un travail qui use et fait perdre espoir à nos jeunes compatriotes, mais parfois même la seule obtention d'un stage pour valider une année d'études. À cela s'ajoute la perspective d'une dette abyssale que l'on nous presse de rembourser à coups de plans d'austérité. Avant même le premier fruit de son labeur en poche, la jeunesse se voit déjà prise à la gorge. Et ce n'est pas Nicolas Sarkozy qui porte la lourde responsabilité d'avoir accru la dette de près de 500 milliards d'euros qui pourra se targuer d'incarner une candidature d'espoir pour la jeunesse de notre pays. Ajoutons à cette précarité économique que la conjoncture ne cesse d'accentuer la précarité dans l'environnement social. À l'heure du règne de l'hyper-individualisme et de la décadence morale, combien de nos jeunes peuvent compter sur une famille, socle de nos sociétés traditionnelles? L'explosion des familles monoparentales, du nombre de divorces, le délitement du lien intergénérationnel rend encore plus orpheline une jeunesse abandonnée par l'État, dont le pouvoir ne cesse de s'affaisser. Une jeunesse qui a grandi dans la précarité dès sa plus tendre enfance, puisque le socle familial, censé l'abriter et la protéger, était lui-même vicié par cette précarité. Une jeunesse qui ne connaît plus le véritable esprit de camaraderie, puisque les groupements et les communautés humaines se fondent de plus en plus sur un lien d'utilité et de rentabilité dans un monde gangréné par l'argent droit qui a tout désacralisé. Une jeunesse livrée au désœuvrement. Une jeunesse livrée au désœuvrement et aux futilités, qui erre en attendant de saisir une opportunité qui puisse la sortir de ce terrible sentiment où elle craint de devoir perdre sa vie à la gagner.
À cette précarité économique et sociale, il faut ajouter la précarité des fondations de notre nation et de notre civilisation, qui ont généré et continuent d'accroître une crise terrible de l'identité. Notre jeunesse ne pâtit pas seulement de l'absence de travail et de bas revenus qui ne lui permettent guère de s'épanouir, elle est également victime de la disparition progressive, voire de l'absence totale de ce qui structure son être. Qui est-elle? D'où vient-elle? En quoi croit-elle? Autant de questions laissées sans réponse, abandonnées, ou bien auxquelles des idéologues ont tenté de substituer à la vérité les plus folles expériences. Notre jeunesse a subi pendant plusieurs décennies la tyrannie du monopole de la pensée des ethnomasochistes, ceux qui lui ont enseigné que l'histoire de France était un long fleuve de sang et d'erreurs, l'époque féodale de Rimac avec l'exploitation des serfs, les rois de France ne furent que des despotes obscurantistes, l'épopée napoléonienne ne fut que l'expression d'un bellicisme destructeur et sanguinaire, et bien entendu l'histoire plus contemporaine ne se résume bien souvent qu'à la colonisation et à la collaboration. Du passé, faisons table rase donc. Dilions-nous dans un monde ouvert à la différence qui n'est riche que lorsqu'elle nous est offerte par l'autre. Voilà ce que l'on souffla à l'oreille de nos jeunes pendant ces dernières décennies. L'on vit alors apparaître progressivement une génération de désœuvrés, que nous amena le fameux progrès que l'on nous promettait tant. Pour quel résultat? Les plus aisés et ceux qui tirent leur épingle du jeu rêvent de Mayflower et de partir outre-Atlantique au pays de Wall Street et de l'argent rare. Les plus démunis et les plus désœuvrés ont adopté les codes matérialistes d'une sous-culture globalisée qui comporte néanmoins la maigre chance, il faut l'avouer, de réussir le pari du fameux self-made man en grattant un ticket ou en passant à la télé. Mais hormis les quelques-uns qui jouissent dans un monde où leur porte-monnaie ne craint pas les secousses du système économique et où leur âme ne nécessite pas plus qu'un compte en banque bien garni, et les quelques autres qui se complaisent dans cette culture on ne peut plus appauvrie, que fait-on de la majorité de nos jeunes qui souffrent, qui vacillent, et pour qui la vacuité conduit à un mal-être terrifiant? Voilà le défi à relever pour résoudre le problème de la précarité, qui touche l'âme de ces jeunes qui subissent et le discours nihiliste et les actes destructeurs de nos politiques. La jeunesse veut retrouver la prospérité, et que ses efforts et son travail ne cessent de rimer avec aliénation et subsistance. La jeunesse veut renouer avec l'histoire, que l'on arrête de la convaincre que son passé et ses ancêtres sont taïssables, mais que l'on lui présente ce qui a façonné le visage de l'Europe et de la France, de la Ligue de Délos à la bataille d'Alésia, et de ceux qui l'ont façonné, de Jules César à Clovis. La jeunesse veut renouer avec l'ordre, et que s'arrête la domination illégitime d'une petite caste oligarchique transnationale, cela même qui l'obligeait à s'ouvrir de manière permanente son avenir, sans qu'elle puisse constituer le moindre projet, pendant que ces mêmes personnes continuent de prospérer de façon toujours plus parasitaire. La jeunesse veut pouvoir mener le combat légitime d'assurer la pérennité de sa civilisation, aujourd'hui menacée par un processus d'immigration massive qui dure depuis plus de 30 ans, et qui nous mène progressivement à devoir céder face aux pressions communautaires qui modifient substantiellement notre nation. Face à cette précarité grandissante, qui n'épargne plus un seul domaine du monde qui environne notre jeunesse, le temps presse avant que les fondations ne menacent de s'écrouler. Le porte-monnaie se vide, les chances de réussir et le mérite ne pèsent plus face au carnet d'adresses toujours plus volumineux. L'identité se dilapide et le déracinement continue. Mais là où croit le péril, croit aussi ce qui nous sauve, comme le disait Tolderlin. Et à l'heure où la conjoncture paraît dramatique, sauf pour ceux qui aiment apporter des œillères, où l'homogénéisation des esprits de nos gouvernants a atteint son apogée, où la médiocrité de ceux qui dirigent ce monde n'est plus approuvée, les jeunes Français s'apprêtent à montrer l'exemple à leurs aînés. En juin 2011, ils étaient 23% à déclarer vouloir voter en faveur de Marine Le Pen. Marine, tout un symbole, notre Jeanne d'Arc à tous, celle qui, après son père ici présent, tente de redorer l'oriflamme tricolore, piétinée par nos adversaires et parfois même troquée pour des drapeaux étoilés. Oh, le présent est précaire et l'avenir rime avec la guerre. Mais avant cela, il y a un espoir immense, une chance inouïe que nous avons le devoir de ne pas gâcher, incarnée par celle qui aujourd'hui est garant de la voix du peuple et de l'esprit de la France. C'est pour ça que je suis là, c'est pour ça que vous êtes là. Vive Marine Le Pen, vive